Le marché du vendredi 1er mars 2019. J'espère que vous allez bien. Alors ce matin, on a un dollar qui est plutôt bullish après le PIB US qui est ressorti au-delà des attentes à 2,6% sur rythme annualisé, alors que les différents consensus, alors Bloomberg, Reuters, voilà, en moyenne c'était du 2,3% de prévision. Donc un meilleur PIB au quatrième trimestre de l'année dernière, un PMI chinois qui a été publié cette nuit. Alors cette fois-ci c'était le Kexin Market, c'était pas le PMI officiel qui, je rappelle, était sorti la veille en baisse et même pour le troisième mois consécutif en contraction. Donc là, on a un PMI chinois de PMI Kelsin qui soutient les bourses puisqu'il est sorti en hausse. Alors, il est toujours en contraction, il est à 49,9, mais c'est au-delà des attentes. Donc, voilà, c'est positif. Donc, première et deuxième puissance économique mondiale qui publie des chiffres meilleurs qu'attendus. Eh bien forcément, c'est positif pour la croissance mondiale et donc les valeurs d'appétit au risque eh bien sont dans le vert ce matin. Alors avant de poursuivre ce webinaire, est-ce que vous pouvez me confirmer que l'image de son fonctionne et surtout est-ce que vous constatez un chat qui s'est ouvert? Je pense avoir trouvé la solution pour que tout le monde puisse voilà avoir la possibilité de communiquer ensemble. Alors en attendant vos confirmations, je vais vous saluer. Alors bonjour Gérard, j'espère que vous allez bien. François, que je salue également. Hubert, de même. Euh, voilà, bonjour à tous. Bonjour Alexandre. Alors, Nicole, bonjour. Le gold est en baisse à cause du dollar et gold rentre-t-il en période baissière? Alors justement, je vais tenter de répondre à cela avec le dollar qui est boule. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, on va faire une analyse technique très très précise. Tout est OK, bon, très bien, pas de chat commun. D'accord, il n'y a pas le chat. Alors, je cherche une façon de l'afficher, c'est assez compliqué. Alors, alors je regarde, je vous demande 2 petites secondes. Bon, bah, je chercherai une autre solution du coup plus tard. C'était pas la bonne du coup. Ça semble plus compliqué que prévu, ce chat. Bon, donc on va poursuivre ce webinaire. Comme d'habitude, je vous invite à prendre conscience de l'avertissement gars sur le risque. Le trading avec effet levé, on fait toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre négatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors Philippe qui me dit bonjour, non, pas de chat. Et hier, vous avez eu bien raison de shorter les indices, mais non, je plaisante, c'est boules. Alors oui, pour le coup, c'était bon. Le S&P, il est pas passé au-dessus de 2821, mais par contre, les indices, c'était boule, finalement. Donc, je vous rassure. Je sais pas si ça va vous rassurer, mais moi personnellement, je me suis fait sortir. Donc voilà, on va attendre patiemment du coup qu'on ait davantage de signaux baissiers. C'est impressionnant comment les indices tiennent. Ils tiennent alors que bon, on est sous des résistances majeures, mais en même temps on n'a pas de baisse. C'est assez compliqué. C'est très très compliqué, mais en même temps acheter à ce niveau de prix, personnellement, après, voilà, chacun son opinion, mais moi je trouve ça assez risqué compte tenu du fait que c'est des résistances, encore une fois, majeures, où on a eu l'emballement de la volatilité implicite lorsqu'on a atteint ces résistances, comme l'a très bien dit Vincent Gann mardi dernier. Donc voilà, c'est des gros seuils que les indices testent actuellement. Donc voilà, il y a les acheteurs qui pour le moment ont raison, mais je pense qu'il ne faut pas encore enterrer la hache de guerre puisqu'on n'a pas eu de bons encore des indices. Alors on a eu les indices européens sont assez boules, mais le S&P, si on regarde le contrat futur actuellement, il est toujours sous 2800, d'accord, donc il n'est pas passé au-dessus de 2800 points. Et le S&P c'est le plus important, d'accord, si on doit regarder qu'un seul, ça serait lui. Donc tant que le S&P il reste sous les 2820 points, je resterai prudent sur les indices. On va plus enfin, ceux qui shortent le S&P à 2800, encore une fois, d'un point de vue ratio risque-rendement, bon, c'est intéressant, mais là, on voit qu'il n'y a pas de baisse, et ça, c'est un petit peu compromettant pour les personnes qui shortent. Bon, alors, on voit bien aujourd'hui, et enfin plutôt hier déjà, on a eu une baisse des indices. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que le PIB US n'a pas eu d'impact positif sur les marchés actions.
américain, pardon, américain. S&P baisse de 0,28, Nasdaq 0,27, tout comme le Dow, le VIX qui progresse de 0,54%. D'ailleurs, chose très intéressante, et c'est là où c'est extrêmement compliqué d'être acheteur sur les indices, c'est que le VVIX, la volatilité implicite des options sur le VIX, pardon, eh bien, enfin la volatilité pardon sur le VIX, eh bien ça commence à bouger du côté des couvertures de portefeuille. Donc ça c'est un mauvais signe si ça dure dans le temps, dans plusieurs séances, hein, pas plusieurs mois, mais si ça dure plusieurs séances, c'est mauvais signe pour les marchés actions. Donc voilà, il y a vraiment des signaux qui divergent. Et voilà. DXY, bon, il a rebondi, mais bon, on peut pas dire non plus qu'il y a une hausse majeure. Hein, il a rebondi après le PIB US. Mais voilà, hein, en finale, plus 0,01%. Donc voilà, et ce matin, on a quoi? On a le yen qui est en baisse, le gold également. Alors le gold est en baisse parce que le dollar surperforme ce matin. On a en plus de l'appétit au risque. Donc pour le coup, là, le gold, ouais, il s'écrase. Hein. Enfin, il s'écrase. C'est peut-être un grand mot, mais vous m'avez compris, il est en baisse. Il sort même par le bas de son canal. Donc là, concrètement, c'est perspective baissière jusqu'à 1300 $. Mais on va en parler dans un petit instant. Le Nikkei, plus 1,02%. Forcément, dès qu'on a de l'appétit au risque, plus une baisse du yen de 0,45%. Son 0,45%, c'est le yen index, hein, c'est pas l'USD yen. Donc c'est un indice yen, c'est beaucoup, hein, 0,45% de baisse. Donc forcément, le Nikkei, il est en hausse. Je l'ai pas mis ici, mais le CSI 300, qui est l'équivalent du S&P 500, mais voilà, pour 300 captations boursières chinoises, les plus grosses, eh bien, est en hausse de plus de 2%. Faut savoir que on a l'entreprise fournisseur d'indices MSCI, je ne sais pas si vous connaissez MSCI, si vous en avez déjà entendu parler. MSCI, c'est une compagnie américaine qui crée des indices boursiers, d'accord, et qui ensuite, eh bien, ces indices sont utilisés par les gérants, enfin par la gestion passive, hein, pour investir. D'accord. Et donc MSCI a annoncé qu'elle allait quadrupler la part d'actions chinoises dans ces indices mondiaux, ce qui devrait, d'après Reuters, provoquer, enfin voilà, diriger 80 milliards de dollars dans les actions chinoises à terme. 80 milliards, donc ce qui est quand même beaucoup. Hein. 80 milliards, c'est beaucoup. Alors c'est pas grand-chose au niveau du marché global. Hein. Le marché global, il faut savoir que la valorisation mondiale des marchés, la captation boursière mondiale. Alors j'ai pas les derniers chiffres en tête, mais voilà, c'est à peu près 60. C'est 70 trillions, il me semble. Hein. C'est 70 trillions si je ne dis pas de bêtises. Hein. Donc c'est beaucoup. Hein. 80 c'est 0,08 trillions. Hein. Vous voyez que c'est pas grand chose. Bref, appétit au risque ce matin, c'est ce qu'il faut retenir. C'est ce qu'il faut retenir. Donc là, les indices, ils sont boules. Après, voilà, il y a des choses peut-être à faire en intraday. Maintenant, en swing, bon, on va le voir dans un petit instant, mais ça reste encore très compliqué à payer les indices hein, en swing trading. Hein. Alors, au niveau du calendrier économique, le focus se tournera sur les indices PMI définitifs en zone euro et aux États-Unis. On aura également les chiffres de l'inflation. Vous voyez, IPC de la zone euro attendu à 11h à 1,1%. Nous aurons également l'indice PCE Core. L'indice PCE Core, je rappelle, c'est l'indicateur d'inflation privilégié par la Fed. Donc il est attendu à 14h30 à 1,9%. Powell avait précisé il y a cette semaine, hein, vous savez, pendant son audition devant le Congrès, qu'il attendait à ce que l'inflation descende sous 2% pendant quelques temps. Donc, c'est pas inquiétant que le PCE Core soit à 1,9%. Et on aura donc l'indice ISM, qu'on peut constater à 16h, pour le mois de février. Bon, c'est les chiffres définitifs, donc ça va pas être source de volatilité. Hein. Vous savez que les estimations préliminaires sont les plus importantes, et là, c'est définitif, donc bon. Alors, ce que je voulais vous faire voir, c'est ce graphique que vous avez déjà vu il y a quand même pas mal de temps, ça fait longtemps que je l'ai pas fait voir. C'est quoi? Alors en chandelier, on a le dollar index équipondéré. En jaune, bon, on a le gold et en bleu, on a l'euro-dollar. Vous le savez que l'euro-dollar, l'or et le yuan sont les plus influencés les actifs qui influencent le plus le dollar. D'accord? Donc, ils ont une corrélation qui est généralement, la plupart du temps, hein, négative. Qu'est-ce qu'on voit au niveau de cet index? Alors, je vais cacher l'or et l'euro-dollar. On voit quoi? Et bien sûr, du weekly, on voit une grosse divergence baissière. Donc là, c'est assez, voilà, c'est pour ça que moi personnellement, je suis assez bearish sur du moyen terme. Maintenant, on voit qu'on n'a pas de mouvement encore baissier majeur. On n'a pas de baissier, de mouvement baissier. La dernière fois, on a eu une divergence comparable. Je dirais que c'était à ce moment-là où on avait une baisse quand même
alors pas une chute, mais on a une baisse de 38% de ce mouvement à peu près. Vous voyez, 38%, c'est là. Donc voilà, on peut s'attendre au moins à ce retracement, je dirais, voire plus. Personnellement, j'envisage plus. Là, on a un RSI qui est toujours pas vraiment passé sous 50. Alors, on a fluctué, mais c'est dès qu'on passera sous 50 qu'on devrait avoir une accélération baissière. Là, pour le moment, bon, on voit, on a une divergence, on a un RSI qui consolide autour de 50. Donc là, on est sur du weekly, hein, c'est sur quand même du long terme. Moi, ça me semble possible. Enfin, en tout cas, dès que le RSI weekly passera sous 50, je pense que ce sera clairement le moment de vendre le dollar. Donc il y a deux possibilités. Soit on attend que le RSI hebdomadaire passe sous 50, ou soit on vend les tops. Donc on vient chercher des sommets pour tout simplement pour améliorer le ratio score rendement. Voilà, c'est cette logique-là. Donc soit on attend, vous voyez, un retour ici, en fait le sommet du 11 février, avec un peu de patience, peut-être que c'est possible d'attendre un retour à ce niveau de prix. Pour mettre un stop, alors là ça sert à rien que je mette le stop du coup puisqu'on c'est pas tradable cet indice, mais en fait si on revient, si l'indice dollar revient à ce niveau de prix, alors encore une fois l'échelle n'a pas grand intérêt puisque c'est un indice équipondéré qui n'existe pas, c'est vraiment un indice fait maison, donc ça sert à rien de regarder le prix, hein. Il faut juste regarder l'analyse technique. Et en fait si cet indice revient à cette résistance, en clair c'est un retour à 1,13 de l'euro-dollar. Donc voilà, l'euro-dollar, 1,13, ça peut se payer si on considère qu'on va avoir une baisse du dollar. En tout cas, d'un point de vue analyse technique, cette divergence me suggère une correction. Personnellement, j'envisage vraiment une correction importante du dollar. Maintenant, voilà, on a le PIB qui profite au dollar, mais bon, on n'a pas non plus de tendance haussière. Et d'ailleurs, on le voit très bien. Là, pour le moment, le dollar, on n'a absolument aucune tendance depuis, vous voyez, depuis août dernier, hein, finalement. On reste dans quoi depuis août dernier? On reste dans un range. Dans un range. Donc là, on a eu on a eu un espèce de biseau alors ouvert, ce qui est assez rare. Je dirais même pas qu'on a eu un biseau, hein, c'est, je sais pas ça. Bon, on a eu un range. En tout cas, on a un support important ici. Ça, on en est sûr, hein, vous voyez. Et tant que cet indice restera sous ce support, bon bah c'est du range trading. Là, on a rebondi avant, mais voilà. Pour le moment, l'indice dollar équipondéré, il est neutre. Ça se voit, hein. Vous voyez que là, depuis le mois d'août, on fait rien sur cet indice. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de momentum. C'est pour ça que l'euro-dollar consolide, d'accord, depuis le mois d'août dernier. C'est pour ça que qu'on n'a pas de tendance majeure. Et là, si je devais rajouter maintenant, enfin si je devais passer sur l'eurodoll, donc là c'est l'indice euro-dollar équipondéré, et là c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Regardez en daily. Là on n'est pas sur du weekly, on est sur du daily, hein. Sur du daily, support depuis le mois de mai. Vous voyez, mai, novembre, décembre, et là on le reteste. Alors un support qui est de plus en plus testé, c'est mauvais signe, surtout quand en fait les espaces entre les creux se rapprochent. C'est-à-dire qu'on a l'impression de plus en plus importante, et c'est pour ça qu'on a un triangle descendant. Mais voilà, on a une divergence. Alors une divergence, c'est pas magique, mais quand on regarde dans le passé, là les divergences qu'on a eues, eh bien elles étaient assez intéressantes. Vous voyez, on a eu quand même des corrections assez importantes. Donc là, moi personnellement, ce mouvement-là, il me fait énormément penser à ce qu'on avait là. Vous voyez, on avait un puissant momentum haussier. Ensuite, on avait des mèches de plus en plus importantes, d'accord. Et là, c'est pareil, mouvement baissier, mèche de plus en plus importante. On voit d'ailleurs les corps se confondent, d'accord. Donc là, il suffit d'attendre un signal. Un signal, ça pourrait être les bandes de Bollinger, parce que là, je suis persuadé qu'on a un squeeze. D'ailleurs, sur l'euro-dollar, en weekly, on a un squeeze en cours. Alors, est-ce qu'on a un squeeze? Pas encore. Pas encore. Mais là, concrètement, ces bandes de Bollinger, ils seront à surveiller, parce que si on vient clôturer au-dessus, c'est signal haussier, et là, on vient chercher, bon, bah, c'est pas tradable, c'est un indice pareil, mais là, c'est clairement retour vers 1,16, hein, l'euro-dollar. On peut très bien imaginer un retour à 1,16 si on vient chercher les sommets du 31 décembre. D'accord? Donc là, la divergence haussière, RSI qui passe au-dessus de 50. Un RSI qui passe au-dessus de 50, pareil, c'est pas magique, mais c'est souvent on a des tendances qui s'accélèrent quand on a le croisement à 50. Parce que je vous rappelle, au-dessus de 50, on a une pression qui est acheteuse, dominance acheteuse, pardon. Et un RSI sous 50, c'est un momentum qui est dominance vendeuse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire simplement que les mèches
les mèches haussières sont beaucoup plus importantes lorsque le RSI est en dessous de 50, ce qui veut dire qu'on a une pression vendeuse. Et lorsqu'on a des mèches qui sont ah non, pardon, c'est l'inverse, excusez-moi. Lorsqu'on a des mèches haussières plus importantes que des mèches baissières, le RSI est au-dessus de 50 et vice versa. Donc, ce que je veux vous faire voir, c'est quand le RSI donc il croise 50. Généralement, on a une accélération. Voilà, là on prend un peu de temps les indices. Bon, les indices, je viens pas tout de suite parce que voilà, les indices ils font rien pour le moment. Donc voilà, c'est pour ça que je commence pas par les indices. Enfin, ils font rien. Il y a du moment d'intraday, mais sinon voilà, il y a pas grand chose d'autre. Donc là, vous voyez, RSI qui passe sous 50, et là on a un mouvement baissier, d'accord. RSI qui passe au-dessus de 50, c'est le début de la hausse. Vous voyez. RSI qui passe en dessous de 50, la baisse. Donc on a le pullback et ensuite on a la baisse. RSI qui croise à la hausse 50, mouvement haussier. Donc vous voyez que là, on est en train de passer au-dessus de 50. Enfin, on est passé au-dessus de 50 la semaine hier, malgré le fait que on a eu un PIB US très bon. Ça aurait dû provoquer des ventes du dollar, ce qui n'a pas été le cas. Alors l'euro-dollar était baissier, mais l'indice euro, on le voit, il a clôturé en hausse. Donc là, on a un RSI qui passe au-dessus de 50. Ça peut être bon signe. Alors, on le voit, ça peut consolider pendant quelques séances. D'accord. On le voit ici, on a clôturé au-dessus de 50. Et finalement, qu'est-ce qu'on a eu? On a une consolidation pendant une semaine et ensuite le mouvement haussier. Mais donc voilà, c'est pas encore terminé pour l'achat de l'euro. Et donc, ce que je voulais vous faire voir, c'est en revenant sur l'indice dollar en weekly. L'indice dollar en weekly, et si je mets l'euro et le gold, et bien vous voyez qu'ils sont, l'euro gold sont énormément corrélés, ça vous le savez. Mais donc du coup, si on a une hausse du dollar, on a une baisse de l'euro et une baisse du gold. Alors pourquoi là l'or a rebondi alors que le dollar n'a pas baissé? Simplement parce que l'or, en plus d'être influencé négativement au dollar, c'est également un actif refuge. Donc forcément, si on a l'aversion au risque, comme ce qu'on a eu au dernier trimestre de l'année, on a eu un mini crack des marchés, d'accord, on a eu une baisse de 20%, et bien forcément le marché se couvre sur l'or. Donc c'est pour ça qu'il a surperformé cet or lors du précédent trimestre. Mais donc voilà, donc là si on imagine, si on anticipe une baisse du dollar, eh bien l'or et l'euro ont toutes leurs chances de progresser. Voilà pourquoi, dans le fond, je suis baissier sur le dollar. Maintenant, on a eu un rebond hier, ce qui est un rebond et encore un rebond entre guillemets, puisque le DXY a pris 0,01%. Mais voilà, on n'a pas eu de hausse majeure. Là, on a une poursuite du rebond, mais ça reste minime. Et de toute façon, l'objectif de l'épaule tête épaule a été atteint. Donc là, il y a deux façons de voir les choses pour le DXY sur du moyen long terme. Soit on attend une sortie par le bas de ce canal pour passer à la vente, soit on vend les tops. On vend les tops, ce qui permet de rentrer à la vente à un meilleur niveau de prix. D'accord? Par exemple, un niveau de prix qui serait intéressant potentiellement, ça serait un retour à cette résistance. Si on a un retour à cette résistance, on pourrait y vendre le dollar. On pourrait décider de le vendre. Parce qu'en termes de stop, vous voyez, on risquerait quoi? On risquerait une cinquantaine de points pour en viser au moins 150, ce qui serait le grand minimum, parce que sur du moyen terme, moi je me dis que le DXY il peut clairement revenir à 92, hein, vraiment. Alors beaucoup de questions. Alors, oui c'est bizarre, apparemment il faudrait acheter avec un stop. Vincent Gagne il trade un peu aussi. Alors demandez-lui s'il trade. Demandez-lui, hein, moi je ne suis pas je vais pas vous dire ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, mais il faut acheter avec un stop. Voilà, je pense que actuellement, c'est clairement ça, hein, Philippe. Clairement, moi je donne pas de conseils d'investissement, vous le savez, moi je donne que mon opinion. Mais là finalement, il faut optimiser les prix d'entrée. On voit qu'on a une consolidation, on n'a pas de mouvement baissier, donc autant en profiter, autant attendre les pullbacks. C'est pour ça que je pense que voilà, un retour à un trade avec un peu de patience, ça peut se faire. Et un trade, ça me semble un bon niveau de prix pour payer. Regardez pourquoi. L'euro-dollar weekly. Alors déjà, vous noterez que en hebdo, le DXY c'est pareil, hein. On a quoi? On a un support à 50 à peu près, hein, finalement. Et vous voyez qu'on a une divergence. Et vous voyez les précédentes divergences. Là, la précédente divergence haussière, ça a fait un rallye haussier. Donc voilà, que ce soit l'indice DXY équipondéré, DXY, l'indice dollar équipondéré,
on a des divergences, on a quand même des signaux baissiers. Alors, on n'a pas de début de chute du prix, un peu comme les indices finalement. On est dans la même situation. C'est-à-dire qu'on a des signaux baissiers quand même assez importants, mais pour le moment ça tient. Donc voilà, ça rend le trade risqué, mais vous savez que c'est le risque qui génère le rendement en général. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut être très prudent et il faut s'assurer d'avoir des ratios de commandement positifs. Personnellement, je ne regrette pas, mais voilà, la vente de l'Eurostoxx par exemple d'hier, puisque le ratio de commandement était de 5. En tout cas, ce que j'ai personnellement visé était de 5. Donc voilà, je pense que la configuration valait la peine d'être testée. Il y a des signaux qui sont intéressants et personnellement, voilà, je pense que si voilà, je ne passais pas la vente et qu'il y avait eu le sell-off, ça fait tellement longtemps que j'en parle que j'aurais vraiment eu beaucoup de regrets. Donc voilà, c'est pour ça que clairement j'avais décidé la vente hier de l'Eurostoxx 50. Donc là, on voit, on est en train de passer, voilà, on passe au-dessus des 3300, on passe au-dessus de la moyenne mobile à 200, on a clôturé au-dessus. D'accord. Donc là, la prochaine résistance que je constate, c'est celle-ci. On va pas décider de vendre toutes les résistances, hein. Sinon, voilà, on n'en finit plus. Donc là, on va clairement attendre des signaux baissiers. Mais vraiment, le baromètre, c'est le S&P. Et le S&P, regardez le futur, il est à quoi? Il est à 2796. Donc oui, en Europe, ça monte. Mais l'américain, le S&P, d'accord, euh, il ne monte pas. Et c'est rare. Ça arrive, hein. Ça arrive comme on le voit aujourd'hui. Là, les indices européens, ils montent, mais ça ne dure pas plusieurs séances, hein. Ça peut durer quelques séances, mais c'est pas une tendance qui va durer quelques semaines, d'accord. Une hausse de l'Europe sans les États-Unis, c'est bon, déjà je vais pas souvenir, ça doit arriver, mais ça doit être extrêmement rare. Donc là, le S&P, bon, on le voit, les vendeurs n'ont toujours pas la main, les acheteurs pas vraiment non plus, parce qu'on voit qu'on n'a pas, voilà, ça consolide. Donc là, on est dans un mouvement vraiment c'est qui tout double, hein. Là, c'est qui tout double. Encore une fois, moi je répète, hein, ce que j'ai dit les précédentes séances, c'est-à-dire que pour moi 2800 c'est un niveau de prix qui permet un ratio de rendement extrêmement intéressant, puisqu'un stop au-dessus des 2121 ça invaliderait la stratégie, et le potentiel baissier pour moi il est au moins il est jusqu'à 2600 voire plus. Donc d'un point de vue ratio de rendement, voilà, je reste vraiment en faveur d'une baisse. Maintenant, encore une fois, on n'a pas les signaux baissiers et le RSI, regardez le RSI 4 heures, eh bien, il est toujours au-dessus de 51, qui est le support ici, mais finalement, c'est 50 ans. Regardez 50, si on le trace, vous voyez qu'on est au-dessus. Alors là, on a eu un faux breakout, mais depuis, on n'est pas repassé en dessous. Donc là, finalement, voilà, soit on décide de vendre les 2800, on peut même attendre 2810. Je pense qu'avec un peu de patience, on peut attendre 2810. Ça permet d'avoir un ratio de rendement encore meilleur. D'accord. Et voilà. Vous voyez que là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de jus, hein. Il y a plus rien, hein. Regardez les corps en 4 heures, ils sont flats. En journalier, c'est pareil, hein. Là, on a aucune direction, on a absolument rien. Et regardez les dernières divergences, pareil, dernière divergence sur le S&P, on avait un gros mouvement baissier. Alors moi personnellement, je dis pas qu'on va avoir un nouveau mouvement baissier comme cela, mais voilà, là on voit pareil, divergence baissière. On a des divergences qui permettent des retracements, et surtout dans cette période de volatilité. Je voulais vous faire voir le VVIX. VVIX. VVIX, vous voyez, ça commence hier à remonter. Alors là, on est sur de l'hebdo, pardon. Donc vous voyez, sur du daily, ça remonte. Et d'ailleurs, en hebdo, on a fait le premier chandelier vert depuis, bon là c'était un doji, hein. Vous voyez que là, on est en train de faire le premier chandelier vert depuis quand même pas mal de temps, depuis le début de l'année finalement. Donc là, VVIX, ça commence à s'agiter. Bon, tant qu'on n'a pas de dépassement de 100, il n'y a pas de quoi non plus s'inquiéter, hein, il n'y aura pas de sell-off. Le VIX à 14,5. J'aimerais bien voir une divergence sur le VIX, un peu comme ce qu'on avait eu, souvenez-vous, en janvier 2018 avant le flash crash. Ça serait l'idéal si on avait ce genre de divergence, tout simplement. Peut-être qu'en 4 heures on en a, ou en 8 heures. Ah, 8 heures on a des divergences, hein. Ah, là ça commence à me rassurer, hein, dans mon scénario baissier. Regardez un petit peu. Là ça commence à être intéressant.
ça commence à être clairement intéressant à surveiller de très très près, hein, parce que là on voit que le VIX, la pression acheteuse commence à dominer, hein. SSI divergence ainsi que la MACD, voilà, les oscillateurs divergent à la baisse pour le dollar, divergent à la baisse pour les indices. Donc c'est clair, hein, c'est des signaux qui, le fait qu'on ait des divergences, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas le moment de rentrer à l'achat, que ce soit sur le dollar, enfin sur du moyen terme, hein, je parle bien, que ce soit sur le dollar ou sur les indices. C'est clair. Lorsqu'on a des divergences, on va pas s'amuser à passer à l'achat. Par contre, est-ce que c'est suffisant pour passer à la vente? Bah, on le voit quand même depuis pas mal de temps. On a des divergences sur la S&P qui durent depuis un mois et depuis un mois, ça monte. Bon, ça consolide depuis une semaine, mais finalement, si on fait le point sur un mois, bah, le S&P il a monté. Donc, voilà. Est-ce que c'est suffisant pour shorter les indices? Alors oui, on a des meilleurs ratios risque-rendement si on n'attend pas un début de baisse, mais c'est plus risqué. Donc après, c'est à vous de faire vos propres choix et votre propre analyse, bien évidemment. Je pense que c'est l'approche des 2100 sur S&P qui fait tomber les bears au niveau des bougies japonaises. Avez-vous des figures préférées à forte probabilité de réussite? Alors moi personnellement, non, je suis pas. Alors je suis les figures des chandeliers, mais j'ai pas fait d'études dessus statistiques. Faudrait que je regarde l'étude de Bulkowski, les patterns les plus des chandeliers japonais les plus voilà, les plus crédibles, les plus fiables plutôt. Et voilà, je ne prête pas énormément d'attention aux figures des chandeliers japonais. Peut-être à mon tort, mais voilà, personnellement, je pense qu'ils sont peu fiables, les figures en chandelier. Il doit en avoir que quelques-unes, mais voilà. Voilà, peut-être que sur le site de Bulkowski, il y a quelque chose, il y a sûrement quelque chose. Je vous ai fait voir, il me semble hier ou avant-hier, que sur le site de Bulkowski, il y a tout ce qui est pattern en chandelier japonais. Donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Moi, j'ai pas eu le temps encore. Il faudrait que j'y aille prochainement. Mais voilà, pour le moment, j'ai pas eu le temps de fouiller le site de Bulkowski, qui est vraiment une pépite hein, d'informations. À quand est repoussée la fin de la guerre commerciale? On ne sait pas. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il va pousser la guerre commerciale. Pareil sur la guerre commerciale, il y a même des signaux qui divergent. C'est-à-dire que Donald Trump est très positif et très optimiste. Même les négociateurs proches de Donald Trump. Mais dans le même temps, ces négociateurs, ils disent quoi? On est très loin d'un accord commercial avec la Chine. Donc on a des signaux qui divergent. D'un côté, voilà, on sent que, enfin, il semblerait que ça se passe bien. Mais dans le même temps, bah, les négociateurs qui disent qu'on est encore très loin d'un accord commercial. Donc voilà, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser, vous voyez. Euh, voilà. Donc le VIX, prudence avec cette divergence, hein. Prudence, vous voyez que la dernière fois qu'on avait une divergence, alors elle était beaucoup plus courte, c'était ici. C'était ici, vous voyez, on a eu un petit rebond, donc c'est pas non plus important. Mais quand même, on a eu un rebond. Ça montre bien que la divergence sur le RSI, ça fonctionne. Pareil ici. Ici, on avait une divergence. Bien évidemment, on n'a pas de divergence baissière. Alors c'est rare, on en a eu une ici, mais c'est très très rare sur voilà comment dire, le VIX d'avoir des divergences baissières. Là, pareil, grosse divergence, bah, c'était le flash crash hein, de février. Donc voilà. Prudence, vraiment, c'est un. Voilà, je ne cesserai de le répéter, mais en ce moment, vraiment, faites vos propres choix, mais soyez très prudents parce que ça peut aller très très vite à la baisse, comme on peut avoir une poursuite de la hausse. On regarde force relative, cyclique défensive. Bon bah c'est en range, encore une fois. Hein. Voilà, c'est en range. Donc là, on n'a pas de signaux aussi venant de cette force relative. Hein. Si on a une sortie par le bas, ça sera bien évidemment un signal baissier pour le S&P. Si on y sort par le haut, bon bah là c'est direction les plus hauts historiques sur le S&P 500. Hein. VIX 3 mois, qu'est-ce qui se passe? Bon, rien à signaler pour le moment, mais pareil, on a une petite divergence, ça à surveiller aussi. Voilà, je vois pas ce que je peux dire d'autre sur les actifs, enfin sur les indices, les baromètres de risque. Donc voilà, sur les indices, concrètement, rien n'a changé depuis vraiment hier hein, sur du swing trading. Hein. On reste dans un range. Les indices européens, oui, font des breakouts. CAC 5275. Là, on est parti. Bon, voilà, 5284, on y est déjà quasiment. Donc pour moi, il y a, voilà, que ce soit sur le S&P, que ce soit sur le CAC ou le DAX, même si les indices européens ont clôturé au-dessus, ont dépassé des résistances, moi j'ai du mal. Je vois pas comment c'est possible de payer les indices actuellement. Voilà, maintenant, si vous y arrivez, tant mieux pour vous. Si vous arrivez à pardon,
à acheter les indices. Voilà, tant mieux pour vous. Moi personnellement, je trouve ça un peu trop risqué, donc voilà. En tout cas, on entradait le cas avec la résistance, une résistance majeure sera les 5284. À quoi correspond 5284? Ça correspond au plus haut de 2015. Voilà, vous voyez ici. Donc ça sera une résistance importante puisqu'on peut le voir, ça a fait office, c'était un pivot, d'accord, en 2017-2018. Donc voilà. À surveiller 5284. Je dis pas qu'il faut shorter cette résistance parce que voilà, on a eu plusieurs résistances qui ont été cassées et si on s'était amusé à shorter toutes les résistances, eh bien le contre-trading aurait souffert. Donc voilà. Donc passons plutôt sur le forex qui me semble un peu plus intéressant. L'euro-dollar, bon l'euro-dollar qui est en baisse puisque le dollar est payé, hein, on le voit, voilà on le voit. CAD, NZD, dollar, euro, GBP, franc, yen en baisse. Donc là, le dollar qui est payé. Alors, c'est parfait pour ceux qui ne sont pas rentrés à l'achat sur l'euro-dollar. Moi, l'euro-dollar, j'ai des convictions haussières de moyen-long terme. Déjà parce que le dollar index QI pondéré est particulièrement riche, tout comme le DXY. Mais si on regarde l'euro-doll, qu'est-ce qu'il fait? Alors, pourquoi j'ai pas mon moyen mobile ici? Voilà. Moyenne mobile à 200 semaines, en noir. Le bas de ce canal, qui est formé grâce au top des deux épaules qu'on reporte. Donc ça fait sommet creux, sommet creux. Et en plus, ce canal baissier, qui était de 2015-2016, on a nos 4 points de contact, 1, 2, 3, 4. Donc là, on a, vous voyez, une zone où il y a énormément de demandes d'euros, à l'image de la consolidation de l'euro-dollar depuis, voilà, concrètement depuis le mois d'octobre. Hein, vous voyez qu'on est dans un range d'à peine 200 pips sur l'euro-dollar depuis 4 mois. Donc c'est quand même assez, puis même 5 mois quasiment, ce qui est quand même assez important. Donc, euh, donc voilà, euh, finalement, je pense que ce support, ça vaut le coup d'être payé, donc vers un 13, ça vaut le coup puisque le risque, il est jusqu'à quoi? Un 12-15 pour aller chercher potentiellement, et bah déjà le haut de ce canal, vers un 16, un 17, mais à la rigueur, on peut aller chercher un 20. Si on a une capitulation du dollar, on ira chercher un 20. Maintenant, pour ceux qui disent oui, mais il y a l'épaule tête épaule, oui, mais normalement, quand on a une épaule tête épaule qui est validée comme celle-ci, euh, on doit avoir un mouvement baissier assez rapide. Or là, on n'en a pas, ce qui décrédibilise énormément cette épaule tête épaule. Voilà, donc l'euro-dollar, on va attendre un petit peu. Je pense qu'un retour à un 13 peut être intéressant à payer. Hubert qui dit alors c'est parce que tout le monde imagine la correction des indices que ceci monte, effet contrarien, c'est pour les petites mains vont se remettre à acheter que la correction va se faire. Alors probablement, c'est vrai qu'on entend beaucoup des personnes qui parlent de correction. C'est vrai. Après moi, c'est ce que me dit Analyse Technique. Hein, je ne suis vraiment pas la foule. Et moi, quand je vois des indicateurs orientés comme cela, eh bien, je suis pas bullish, en tout cas. Philippe qui dit alors je vais chercher un peu ce week-end, je vous dirai aussi si je trouve quelque chose sur le CAC, juste pour info, on est sur un point important, c'est le niveau de l'élection de Macron, étonnant non? Oui, bah appétit pour le risque, hein. Ce matin on a, je dirais pas l'euphorie, mais presque quand même un PIB US qui ressort meilleur qu'attendu, première puissance économique mondiale, la Chine, PMI manufacturier qui ressort meilleur qu'attendu, deuxième puissance économique mondiale, donc forcément, étant donné qu'on avait des craintes sur la croissance mondiale, eh bien voilà, c'est positif. 5300 pour le CAC, pourquoi pas? Honnêtement, là, vu le momentum qu'on a sur les indices européens, je dirais pas que ça peut aller très haut, mais là encore une fois, si on s'amuse à shorter toutes les résistances, on n'en finit plus. Hein. Donc moi personnellement, je préfère rester à l'écart, attendre des signaux baissiers importants, ou alors s'il y a une opportunité avec un ratio rendement très très intéressant, c'est-à-dire à partir de 5, je pense, en tout cas selon moi, ça vaut le coup de tenter. Maintenant, voilà, je n'irai pas chercher à shorter des indices pour avoir un ratio de 2. Voilà, c'est clairement vu les tendances qu'on a, ça c'est même pas la peine d'essayer, c'est beaucoup trop risqué. Donc voilà, l'euro-dollar, pas grand chose à faire à court terme, hein, à l'image du journalier où on est dans un range. Si on a un retour à 13, ça peut potentiellement valoir le coup de payer l'euro-dollar.
pour viser un 15, un 16 et un 18, pourquoi pas. Voilà, si on est à la capitulation du dollar, ça sera probablement le cas. GBP, bon GBP en baisse, pareil, moi j'anticipe un retracement à peu près de 50% de cette tendance. Hein. Ouais, il est monté assez élevé. 38% déjà c'est un 31. Donc là un 31,30, bon ça devrait être atteint lors des prochaines en semaine prochaine. L'USD Yen, alors ce qui est intéressant de l'USD Yen, c'est que voilà, on avait parlé, on était dans un range, qu'on y est sorti, parce que si on est sorti par le haut, on allait chercher la hauteur de ce range, donc c'est-à-dire à 112, et voilà, ça a été fait, donc c'est pas du tout un scénario que on l'avait, enfin, j'avais pas dit qu'il fallait acheter l'USDN, donc je n'ai pas du tout crédit de cette hausse, hein. Je ne prends pas crédit, pardon. Mais on voit bien, en tout cas, d'un point de vue technique, breakout, et là, on vient chercher 112. On vient également tester cette oblique. Donc là, si vous êtes à l'achat sur l'USDN en intraday à court terme, c'est pas le moment de rentrer, c'est le moment de prendre des bénéfices, c'est pas le moment de le shorter puisqu'on a un momentum extrêmement bullish. Mais voilà, clairement, il faut s'intéresser à prendre des bénéfices sur l'USD 112, petite correction, et voilà, à la rigueur, repayer l'USD à la rigueur, si on a des nouveaux signaux haussiers. Mais là, on voit en tout cas sortie du range et on vient chercher les 112. Donc c'est assez propre techniquement. Au niveau donc des commodities, et je terminerai là-dessus. L'or, bon bah l'or il est en baisse parce qu'on a une hausse du dollar et en plus on a de la petite polarise depuis hier, enfin depuis cette nuit pardon. Donc on a une sortie par le bas, là c'est direction 1300, c'est ce canal, on est resté assez longtemps dedans. On est sorti de ce range. Donc là en fait dès qu'on sort d'un range comme de ce type, après un mouvement baissier, là en fait on a une correction ABC hein, pour ceux qui connaissent. Donc faut utiliser les extensions de Fibonacci. Et voilà, retracement de 100%. Donc là on est à l'objectif, ça y est, enfin c'est déjà l'objectif est réalisé. Prochain objectif 1300, puis possible, d'un point de vue psychologique, c'est possible qu'on achète 1292. En tout cas, si on a breakout des 1300, on y achète 1292. Là, on est sur un support, mais c'est possible qu'on achète 1300. C'est même assez possible, vu l'orientation du DXY en intraday. Moi, le DXY, je vois bien rebondir en intraday. Hein. Vous voyez, en 4 heures, c'est assez boule. Hein. Donc voilà, en intraday, c'est boule. Qu'est-ce qu'on peut regarder pour le DXY? Bon, on peut s'attendre à une correction de 50%. Hein. 38, c'est fait. 50, ça va être aux alentours des 96,15. Donc voilà, je pense qu'on peut s'attendre à un retour vers ce niveau de prix, ce qui indiquerait une baisse de l'euro à 1,13, de l'or à 1300, du JBP à 1,31 au moins. Voilà, donc à court terme, je pense qu'il faut s'attendre à une hausse de l'or, alors en tout cas pour aujourd'hui. L'indice ISM manufacturé va être très important à suivre puisque s'il déçoit, je pense que la tendance, l'euphorie sur le dollar va se calmer assez rapidement. Voilà, on a des belles impulsions haussières sur le dollar, mais la pression baissière devient de plus en plus importante comme on l'a vu sur les indices DXY et dollar équipondéré. Et finalement, la moindre mauvaise annonce du dollar sur les États-Unis viendra pénaliser assez rapidement le dollar. Ça, faut en être conscient. Donc quand on a un mouvement haussier, c'est normal. On a un PIB US qui est sorti bien au-delà des attentes. Mais, mais voilà, si on commence à avoir des chiffres décevants, étant donné que le marché est habitué à avoir des chiffres assez bons aux États-Unis, eh bien, le marché va être déçu assez rapidement, ce qui devrait faire pression sur le dollar. C'est pas comparable à la zone euro, où la zone euro, bon, le marché est déçu depuis plus d'un an sur les chiffres macroéconomiques, donc il ne s'attend pas à grand chose. Donc il ne s'attend pas à grand chose, et du coup, la pression baissière, voilà, enfin, les mauvais chiffres sont déjà intégrés dans les prix. Donc, si on a une poursuite des mauvais chiffres, ça fera pression sur l'euro, mais ça ne le fera pas baisser beaucoup plus bas que 1,13. Voilà, maximum, on l'a vu récemment, c'était 1,1250. D'accord? Personnellement, l'euro, je ne vois pas baisser en dessous de 1,1250 sur du moyen terme, moyen ou long terme. Alors que le dollar, pour moi, il y a vraiment des perspectives baissières assez importantes. C'est pour cela que voilà, je pense que le dollar, si on a des rebonds comme ce qu'on avait eu à la mi-février, ça peut être des niveaux de prix intéressants pour le vendre. Au vu de l'analyse technique de moyen long terme, voilà, moi personnellement, ça, je pense que ça vaut le coup. Maintenant, voilà, à chacun de faire son analyse et à chacun avoir son opinion. À votre avis, en intraday, normalement, statistiquement, logiquement, sur les indices, en moyenne, la période de retournement intraday sont plus vers 13h ou 16h30. Alors ça, je ne saurais vous dire. Hein. Je ne saurais vous dire. Dans la logique, je dirais que l'ouverture Wall Street, c'est la période où il y a plus de probabilité de retournement. Donc c'est à 15h30 heure française. Voilà.
Parce que Wall Street, c'est un peu le leader, hein. Enfin, les traders de Wall Street, c'est ceux qui mènent la danse, hein. Là, par exemple, en Asie, on a eu l'appétit pour le risque alors qu'on n'a pas eu à Wall Street. Normalement, le Nikkei est extrêmement corrélé à ce qu'a fait le S&P. Si le S&P est haussier, on a de fortes chances que le Nikkei le soit à l'ouverture. Or là, ça arrive rarement, mais ça arrive. On a eu le S&P qui a clôturé en légère baisse et le Nikkei qui prend 1%. Ça, c'est assez rare. Mais vraiment, donc, Wall Street, traders américains, c'est les acteurs de marché les plus influents. Voilà, je vois pas ce que je peux rajouter. Alors, je regarde un petit peu le tout. Alors, l'Eurocad, ah si, l'Eurocad, on peut en parler puisque j'ai fait un article dessus hier. L'Eurocad, alors, comment se faire piéger? Parlons de l'Eurocad. L'Eurocad, j'ai écrit un article hier. L'Eurocad qui est ici, hier, pendant l'écriture de mon article, avec une belle divergence, au-dessus de 50, au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Bref, tout pour anticiper un rebond. Alors, je vais pas mettre sur ce graphique, je vais mettre sur l'autre puisqu'on a les moyennes mobiles, sur celui-ci. Voilà. On passe au-dessus de la moyenne mobile en intraday. On passe au-dessus de 1,50. On a la divergence. Donc pour moi, bon, c'est boule. D'accord. Et finalement, on a un PIB US qui ressort bien au-delà des attentes. Donc ça fait pression sur l'euro. En plus de cela, c'est aussi pour le pétrole. Donc ça soutient le CAD. Donc l'euro CAD se retourne à partir du PIB US à 14 heures. Et vous voyez, c'est depuis la baisse. Voilà, c'est depuis la baisse. Et on le voit, hein, hier, jeudi, on sortait du biseau. Alors, je vais mettre en 4 heures pour le voir un peu mieux. On sortait de ce biseau en vert. On sortait du canal. Comme je l'ai dit sur le journalier, on passait au-dessus de 50, on passait au-dessus de la moyenne mobile à 20. Bref, tous les signaux étaient dans le vert. Mais finalement, la clôture n'a pas décidé de cela, puisqu'on a clôturé en dessous de 1,50. Voilà, donc là, c'est vraiment une erreur pour le coup de débutant de ne pas attendre la clôture. Et voilà, gros piège haussier, intraday. Et bah du coup, ça reporte le scénario. On n'est même pas à l'abri finalement d'avoir des nouveaux plus bas. Alors que hier, vraiment, la conviction a été ma conviction était extrêmement bullish. Je attendais un retraitement de 50%. Je dis pas que ce scénario est à mettre à la poubelle, mais là concrètement, il est retardé. Donc on peut utiliser les bandes de Bollinger peut-être. Regardez, bandes de Bollinger. Bande de Bollinger, on n'a pas de squeeze en cours. Donc là, c'est patience encore, le ROCAD. Et d'ailleurs, le RSI n'est pas passé au-dessus de 50. Vous voyez, on a une divergence, mais il n'est pas passé au-dessus de 50. Donc le ROCAD a surveillé de très près. Mais voilà. Wait and see pour le ROCAD. Mais clairement, les perspectives peuvent être haussières, hein. Si le dollar récapitule, vous savez que ce sera l'euro qui profitera le plus de cette baisse. Et voilà, l'EuroCAD, ça ne sera assez bullish, hein. Quand je parle de squeeze, c'est qu'on peut constater sur USD-Yen en 4 heures. Alors, regardons cela, USD-Yen, 4 heures. Alors le squeeze, comme j'ai dit, c'est quand les deux bandes se resserrent. Donc là, c'est pas du tout le squeeze. Justement, on a passé le squeeze, hein. Le squeeze, c'était ce moment-là. Alors, bah, c'était à partir de ce moment-là, on avait le squeeze. Pourquoi? Parce qu'on avait la bande inférieure qui était haussière, la bande supérieure qui était baissière. Ce qui n'était pas le cas à ce moment-là, puisque là, on avait la bande supérieure qui était en hausse. En fait, on avait le squeeze même un petit peu avant. Vous voyez, le point haut des bandes de Bollinger, c'était ici. Donc, on a le squeeze qui se fait depuis ce moment-là. Donc, le squeeze, c'est quand les deux bandes se resserrent. Pas quand la distance, attention, c'est pas quand la distance diminue. Parce que là, par exemple, la distance diminue et on n'avait pas de squeeze. Parce que là, la bande, elle va en baisse. La bande inférieure, elle va à la baisse. La bande supérieure, elle va à la baisse également. Donc là, les deux vont dans la même direction. Un squeeze, c'est quand les deux bandes se resserrent et vont dans les directions opposées. C'est-à-dire que la bande inférieure va vers le haut, la bande supérieure va vers le bas. C'est ça le squeeze. Et c'est à ce moment-là qu'on a le signal. C'est lorsqu'on a la clôture au-dessus de la bande supérieure après le squeeze. C'est ça la théorie des bandes de Bollinger. C'est il faut le squeeze et ensuite la clôture. C'est à ce moment-là où on a le signal d'achat.
Là, c'est pas le squeeze. Là, ça y est, hein, regardez les bandes. Les bandes, elles font quoi? Elles font tout l'inverse, hein. Elles font donc ça c'est signe de ça veut dire que la tendance, on a du momentum, hein. Vous voyez que là, les bandes s'ouvrent. Les bandes s'ouvrent, donc là, c'est l'inverse du squeeze. Le squeeze, c'est quand on a les deux bandes qui commencent à tendre. Vous voyez, qui commencent à se resserrer, à se pincer. C'est ça le squeeze. Comme à ce moment-là. Vous voyez, là, on a dilatation des bandes, si je puis dire, et à ce moment-là, on a le début du squeeze. Et là, le signal bullish. Voilà, donc là, en 4 heures, c'est fini, hein. Le squeeze, là, il était bien avant. Donc voilà, résumé du point de marché. Ah pardon, j'ai pas fait le pétrole. Bah, finalement, le pétrole inchangé, enfin inchangé, configuration inchangée depuis ces derniers jours, hein. Cours de pétrole toujours haussier, hein. On a eu un pullback lundi, je vous rappelle, à cause du tweet du Trump. Mais voilà, techniquement, on reste dans une épaule tête épaule inversée. Et bah voilà, c'est boule direction en moyenne mobile à 200. Puis potentiellement l'objectif de l'ETE à 77 dollars pour le Brent. Pour le WTI, c'est légèrement, enfin c'est juste les prix qui diffèrent, hein. Mais le prix, donc moyenne mobile à 200 à 62, et ensuite objectif théorique à 66. Ouais, et aussi longtemps qu'on reste, on va dire, au-dessus de la moyenne mobile à 10 périodes en marron ici, à 20 périodes, pardon, il n'y a pas de raison de s'inquiéter sur les cours de pétrole, hein. Il n'y a vraiment pas de raison. Donc voilà, cours de pétrole, ça reste boule à court terme. On peut peut-être parler du copper. Copper qui plafonne sous le seuil de 50% de retracement. On est sorti par le haut du range. Normalement, le fait qu'on sort par le haut du range, ça donne un objectif haussier de la hauteur du range. Donc voilà, si on devait reporter, ça donnerait un objectif théorique vers ce niveau de prix. Donc 7 dollars. Donc là, plafonnement 50%. L'idéal serait un pullback pour rentrer à l'achat, à condition qu'on ait une poursuite de l'appétit au risque. Parce que si le marché action baisse, on n'aura pas de hausse du copper, hein. Copper, c'est un actif risqué, c'est un métal industriel. Donc forcément, si les marchés actions baissent, les métaux industriels, je ne parle pas des métaux précieux, bien évidemment, les métaux industriels seront en baisse. Squeeze Eurodollar en journalier, alors, nous dit Hubert. Alors oui, alors je pense que oui, même en hebdo, hein. Mais on n'a pas encore le breakout, et c'est le breakout qui donne le signal. Voilà, exactement. Journalier, regardez. Qu'est-ce que font les bandes? Donc ça veut dire que le squeeze, ça arrive à avoir un nouveau mouvement important. C'est rare qu'on a un squeeze, on a le breakout et qu'on n'a pas de mouvement. Ça peut arriver, hein, comme ici, regardez. Là, on a squeeze, le breakout, et au final, on a un mouvement de quoi? Allez, de vue comme ça, 100 pips de hausse. Donc c'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Mais là, on a un squeeze. Donc, pour moi, on est très loin, vous voyez, de clôturer au-dessus ou en dessous. L'idéal, c'est qu'on a un squeeze et en fait qui dure longtemps. D'accord? Un squeeze, on a la consolidation. Alors, je vais vous faire voir un petit peu ce qui est l'idéal. Alors ça, c'est l'idéal. Ça, c'est parfait. Vous voyez le squeeze, les bandes, que font les bandes? Les bandes se resserrent pendant une période de temps assez longue et là, on a le mouvement. Ça, c'est parfait. Quand on a un squeeze qui dure, alors le squeeze, c'est la phase de pincement, hein. Quand on a un squeeze qui dure quelques séances, bon, ça reste un signal, mais voilà, il est moins puissant que si on a un long squeeze. Et en hebdo, regardez, en hebdo, le squeeze qui est en train de se faire. Et là, le squeeze, les bandes sont très serrées. Donc généralement, quand ça se resserre, plus ça se resserre, euh, plus ça peut être un signal important. Donc là, le prochain mouvement, et vous voyez que finalement, en hebdo, ça fait longtemps qu'on n'a pas clôturé en dehors des bandes. Ça fait finalement depuis ce signal du 14 mai 2018. Donc là, on a un squeeze. Pourquoi? Parce que les bandes se resserrent. Donc là, en hebdo, il n'y a plus qu'à attendre qu'on clôture au-dessus ou en dessous. Si on clôture au-dessus, c'est direction un 18, voire même un 20. Si on clôture en dessous, bon bah là, clairement, faudra oublier les 1,12,15. On ira chercher les 1,10. Voilà pour ce point de marché.
J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Mot de la fin pour les indices, wait and see. Pour le dollar, boule en intraday à très court terme. Maintenant, voilà, à moyen long terme, on a clairement des signaux baissiers, encore plus baissiers que les indices, parce qu'à la rigueur, les indices, on a des signaux baissiers sur du 4 heures, du 8 heures, un petit peu sur du journalier. On peut s'attendre à une correction de 50% du précédent mouvement, du début d'année, mais c'est tout. Enfin, après, moi, je n'anticipe pas un crack des marchés pour le moment. Voilà. Par contre, le dollar, on a des mouvements baissiers qui durent depuis quand même pas mal de temps, depuis près de 6 mois pour la plupart des indices dollars. Et là, par contre, la baisse pourrait être beaucoup plus importante. On pourrait avoir vraiment une baisse importante du dollar. Donc voilà, c'est un petit peu finalement ma vue des marchés. Compliqué à shorter les indices, compliqué à les payer en même temps, parce qu'on est on est quand même sous des plafonds. On voit que le S&P n'a pas confirmé le breakout des indices européens. Je regarde encore sur le futur S&P 2800. Vous voyez, on est à 2008. On revient à 2008, mais voilà, on n'a rien d'autre. Là, on a un doji en hebdo. On n'a rien d'autre. Et tant qu'on passe pas au-dessus des 2821, moi, je resterai prudent. Si on passe au-dessus de 2821, bon, clairement, les stratégies short seront à reporter et même seront même pas à prévoir finalement. Ça sera cette stratégie vendeuse, faudra la mettre à la poubelle. Mais voilà, pour le moment, on n'a ni breakout à la hausse, ni mouvement baissier. D'ailleurs, on voit si on met une oblique, alors qu'on va ajuster. Vous voyez que là, on est en train, bon, hier, on a fait le breakout, c'est pas non plus un breakout majeur. Voilà, donc prudence sur les marchés actions. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, un excellent week-end, et je vous dis à lundi pour mon prochain point de marché. Alors, merci d'avoir le courage de donner votre avis et parfois vos convictions. Et bien, écoutez, de rien, hein, Raymond, avec plaisir. Alors, Philippe qui me demande, alors Philippe, je vois pas vos dernières questions, hein, j'ai pas reçu, donc je ne sais pas si vous m'avez posé une question. Philippe. Ah, Walid, alors j'ai une question de Walid. Eurocad H4 avec Shimoku, on a les nuages à plat, donc pas de réelle tendance, non? Oui, exactement. Exactement. Alors je pense avoir répondu à toutes vos questions, Philippe. Hein. Euh... Ah non, pardon. Après l'élection de Macron, on a eu une éjection haussière après qu'on n'est pas dans une situation d'algorithme de trading parce que sinon on va avoir encore d'énormes mouvements, non? Alors de toute façon, on n'a pas de catalyseur à part le Brexit. Moi, je vois que le Brexit ou les différentes deals commerciaux avec les États-Unis qui pourraient justifier un bull market. C'est-à-dire que si on a un accord sur le Brexit, bon bah ça sera bull pour les marchés actions, ça sera bull pour la pétition risque. Si on a un accord commercial entre les États-Unis et la Chine, ce sera bull. Mais en même temps, si on n'en a pas, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir un bull market. Pourquoi avoir un bull market maintenant? Oui, les banques centrales sont revenues un peu derrière les marchés, mais ça y est, c'est intégré dans les prix. À part si demain on a la Fed qui réduit ses taux d'intérêt, là pour le moment c'est intégré. Le fait qu'on va avoir l'arrêt du réduction du bilan de la Fed, ça y est, c'est intégré dans les prix. Donc je vois pas trop comment les banques centrales, comment le marché pourrait pricer davantage les banques centrales. Ils vont pas anticiper un cut de la Fed. Il n'y a pas de raison de baisse des taux d'intérêt de la Fed pour le moment. Le PIB il est bon, l'inflation est bonne, le taux de chômage est bon. Donc il n'y a pas de raison que la Fed réduise ses taux pour le moment. Elle réduira ses taux si on commence à avoir un crack sur les marchés. Donc les banques centrales, là ça y est, c'est intégré dans les prix. Je vois pas trop ce qui est possible d'anticiper. Enfin, je vois pas trop le soutien possible des banques centrales à cette année. À part si encore une fois on a un crack des marchés financiers. Voilà, donc si on a vraiment un nouveau bull market, ça passera par un catalyseur politique. On n'a pas d'élection majeure attendue cette année, d'un pays du G10 par exemple. Mais voilà, ça peut passer par le Brexit, ça peut passer par les différents deals commerciaux des États-Unis, États-Unis-Chine, mais on a également des négociations entre l'Europe et les États-Unis qui commencent, États-Unis-Japon, donc voilà. Donc ça ne peut être juste algorithmique. Alors qu'est-ce que vous voulez dire par algorithmique? Je comprends pas très bien précisément. Voilà, si vous pouvez dans une configuration algorithmique,
J'ai du mal à voir ce que vous voulez dire par là. Si vous pouvez me préciser un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder en attendant? On va regarder les tendances. Donc, on voit clairement là qu'il y a l'appétit au risque. Hein. Yen, franc, vendu. Bon, le dollar, il est pas vendu, mais c'est parce qu'on a eu un bon PIB, donc c'est normal qu'il est en hausse. Le dollar, c'est pas qu'une devise refuge. Mais là, on voit qu'on a clairement l'appétit ce matin. Yen et franc. Yen et franc, pétrole en hausse, gold en baisse. Tous les indicateurs pour l'appétit au risque, en tout cas ce matin. Mais on est vendredi, il y aura le week-end. Voilà, ça ne veut absolument rien dire. Hein. Faut pas penser qu'on est dans un nouveau. Enfin, je pense qu'il y a peu de chances. C'est très risqué de dire qu'on est au début d'un nouveau mouvement haussier sur les indices et sur le dollar. Courbe des taux. Alors, courbe des taux, où on en est courbe des taux, 19 points de base, ça consolide. Hein, vous voyez, consolidation. L'euro, voilà, l'euro. On va se mettre en daily. Non, même en hebdo plutôt. En hebdo, vous voyez qu'on a une grosse divergence en hebdo. Ça, je l'avais pas vu. Divergence depuis les 2 derniers mois, regardez. Creux, 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 creux. Belle divergence. Belle divergence à garder à l'esprit. C'est pour ça que je suis assez haussier sur l'euro. Et moi, je donne un poids important à l'analyse technique. Plus important que l'analyse fondamentale, parce que pour moi, l'analyse fondamentale, c'est en fait, dès qu'on a un chiffre, c'est intégré dans le marché. Et en fait, c'est que des anticipations. Donc oui, à part si on a une différence par rapport au consensus, on a un mouvement qui devient intégré, on a un mouvement qui consiste à intégrer cette information dans les prix. Mais la plupart du temps, on va dire que ça diffère pas beaucoup des consensus, hein, les chiffres macroéconomiques. Donc en fait, l'analyse fondamentale, elle est bien pour soutenir une analyse technique. D'accord? Elle vient voilà, renforcer le poids d'une analyse technique. C'est pour ça que c'est risqué d'acheter l'euro actuellement parce que les chiffres sont mauvais et les chiffres aux États-Unis sont bons. Mais en même temps, techniquement, voilà, quand on voit un indice euro comme cela, allez, sur ce support là de 2002, on voit que c'était un niveau assez important. C'est compliqué d'être bear actuellement sur l'euro à moyen terme. Je pense qu'on a eu un bon mouvement baissier. Alors oui, on est dans un triangle descendant, mais tant qu'on n'a pas dépassé cette ligne de coup, le triangle n'est pas valide. D'accord? Donc, il n'y a pas de signaux baissiers pour le moment. Si on passe en dessous, je vous dirais d'accord, on va à un indice l'euro-dollar, on va même beaucoup plus bas, et c'est-à-dire que c'est bull dollar, donc c'est bear gold. Mais là, tant qu'on est sur ce support, pour moi, il y a beaucoup plus de chances qu'on progresse. Alors Philippe qui nous dit, on est au niveau de Macron, on peut avoir une éjection à la hausse avec une sorte de spike bizarre et redescendre tout à aussi fortement car sur achat sans. Alors je vois, voilà. On est au niveau de Macron, on peut avoir une éjection à la hausse avec une sorte de spike bizarre et redescendre tout aussi fortement car surachat sans acheteur ensuite. Alors c'est pas parce qu'on est au niveau des prix de l'élection de Macron qu'on va avoir un spike. Hein. Il n'y a pas de lien. Hein. CAC 40. Donc l'élection de Macron, c'était à ce moment-là. Donc vous voyez là, on repasse au-dessus de ce gap. Voilà, 5284. Si on passe au-dessus de 5284, ça sera 5500, c'est clair. Mais je vois pas pourquoi il y aurait un spike. C'est possible, hein, mais je vois pas le lien entre élection de Macron et spike. Vous voyez. Maintenant voilà, j'ai pas de boule de cristal entre les mains, ça peut très bien arriver, hein, vous voyez. Mais je vois pas, j'ai du mal à vous dire un argument, vous voyez, à commenter cela. Possible, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais voilà, je peux pas vous dire que ça va être le cas. C'est les boules qui ont les mains en étant minoritaires. En tout cas, merci pour vos analyses. C'est bon week-end. Bien, écoutez, merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite un excellent week-end, un bon vendredi. Soyez prudents sur les marchés et à lundi.